les règles sont déjà prédéterminées, que ce soit le client, que ce soit les banques. On va construire parallèlement, ensemble, un sens. D'accord? Et on le dessine sur une pyramide. Vous avez d'un côté vous, et vous avez la personne avec qui vous communiquez, et vous avez le sens en haut. Le cerveau ne peut pas appréhender le négatif. Merci Ilyas de venir nous honorer votre présence ici, l'invitation. Plus entend que c'est très intéressant ce soir à parler du management, ce qui est très intéressant dans un monde auquel il faut vraiment grandir à partir de comment on gère le temps. Mais surtout ce soir, chères auditrices et auditeurs, nous avons un praticien dans le domaine du management. Quelqu'un qui participe et qui est au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire, il est à côté de chefs d'entreprise pour les aider à faire le management comme il faut, mais surtout faire augmenter la production de leur entreprise, donner un coup de pouce et surtout leur montrer quelle est la meilleure façon de faire grandir leur entreprise. Ce soir, c'est le côté pratique du management que nous allons découvrir avec Ilyas, cette pratique qui permet surtout le chef d'entreprise à mieux gérer leur entreprise et surtout à mieux développer leur business. Merci Ilyas de nous donner votre temps et de nous permettre aujourd'hui à discuter pratiquement le management surtout, mais c'est pas juste le management, c'est la gestion du temps qu'on va parler, c'est la productivité, c'est les opportunités, c'est comment saisir les opportunités que nous allons parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent vous connaître, te connaître, je vais vous tutoyer si vous me le permettez. Te connaître, ce serait peut-être mieux que tu commences par se présenter, qui est Ilyas, et voilà donc. D'accord. Alors merci de m'avoir reçu dans votre studio. Mahmoud, c'est un immense honneur d'être ici. Ça fait depuis un moment que je voulais justement passer à des médias et j'en ai pas eu l'occasion, mais c'est un plaisir de passer aujourd'hui. Donc si je me présente assez brièvement, je m'appelle Ilyas Ali Bekri, assez connu sous le nom de Bekri. Bon, le nom de mon grand-père a un peu porté, on va dire, sur mon prénom. Mon cursus scolaire, j'ai commencé l'école à la Nativité, puis je suis passé au lycée d'État. J'étais major de promo. Voilà. Donc j'étais major de promo en marketing en 2013. Puis je suis allé en Malaisie où j'ai commencé par des cours d'anglais et puis après assez rapidement j'ai fait une année d'informatique. C'était du Business Information Technology, donc c'était du business et de l'informatique parce que voilà, je savais qu'à un moment il fallait que je revienne à Djibouti pour reprendre un peu le business familial, etc. Donc pour cette partie du business, je l'ai fait et puis pour l'informatique parce que ça me passionnait un peu. Je suis né en 94, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc vous imaginez que j'ai grandi avec justement la technologie, etc. Donc on a cette partie d'apprécier un peu la technologie. Donc j'ai fait une année de business et informatique et puis après j'ai basculé vers du International Business Management qui est le commerce international parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'informatique que le business et comme c'était la chose qui m'importait le plus, donc j'ai basculé vers une licence comme je vous disais en commerce international. Et après 2 ans, j'ai dû revenir à Djibouti parce que je devais épauler mon père dans la société familiale qui est un transit qui a été créé en 2000. Et comme je devais l'aider, donc je suis revenu et puis il y avait la perspective de continuer les études après ça ou directement de continuer dans la vie active, je vais dire. Donc je suis revenu en 2016. L'année prochaine, ça me fera 10 ans, bientôt une décennie de travail.
D'être active. Exactement, de vie active. Donc voilà, je suis revenu en 2016. J'ai commencé par être le directeur des opérations du Transit de 2016 à 2017. Et puis après, j'ai pris la direction du Transit de 2017 à 2023, juste avant que j'arrive à Conseil Alliance. Et en 2019, j'ai aussi créé une petite entreprise qui s'appelait By Creativity avec un ami à moi. On était tous les deux passionnés du marketing digital, de la communication, etc. On voyait un peu, quand on est ensemble, etc., on voyait les panneaux un peu, on voyait que les logos, c'était pas vraiment le top. La communication n'était pas encore... on n'était qu'au début. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas vraiment apporter cette réponse, cette solution de faire profiter aux entreprises djiboutiennes d'avoir un niveau de communication qui en vaut la peine et pour pas cher. Donc on avait commencé ce projet en 2019. On l'a continué pour 1 année et demie ou 2 ans, mais bon, après, comme moi aussi, j'avais beaucoup de temps que me prenait le Transit. Lui aussi travaillait dans une autre société. Donc, comme on n'avait pas beaucoup le temps, et puis en 2019, je pense que le marketing digital à Djibouti, c'était pas top. Voilà, c'était pas top. Bon, jusqu'à là, aujourd'hui, on arrive à changer un peu les mentalités, mais on sait tous qu'à Djibouti, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Donc, voilà. On a dû se consacrer sur notre travail primaire. Et puis on s'est dit, voilà, si ça reprend un jour, on reprendra, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et après, pendant ce moment-là, j'ai aussi été justement, j'ai appris à faire de l'infographie. J'ai fait de l'infographie totalement de façon autodidacte. Parmi, par exemple, les choses notables que je peux dire que j'ai fait, c'est j'ai refait les 2 derniers logos de DjibLive. J'ai aussi fait le logo de la CNDH, la Commission nationale de droits de l'homme. Okay. Et j'ai aussi travaillé sur un projet qui m'a vraiment impacté parce que j'ai vraiment aimé l'initiative. C'était le barrage de Ega, le mémorial du barrage de Ega. Donc il y avait des photos à retravailler de l'époque. De l'indépendance et avant. Donc j'ai eu l'opportunité de retravailler ces photos-là, et c'est les photos qui sont aujourd'hui sur le mur du mémorial. Donc voilà. C'est un parcours atypique, quoi. Une tradition ici dans ces podcasts. D'accord. Le nom dit déjà Gohan. Oui. Donc chaque invité qui nous vient, qui est notre invité, on lui pose cette question qui est quelle était la décision que tu as prise à un moment donné qui a changé ta trajectoire? D'accord. Waouh. Je pense que c'est vraiment impactant. C'est vraiment impactant comme question. Et je pense que c'est très intéressant de demander ça aux gens parce que parfois aussi, ça leur permet de faire un peu le point. Donc, est-ce que vous savez l'histoire du singe et de l'orange? Donc, cette histoire, c'est... il y a une tribu africaine qui voulait chasser des singes. Et pour ça, ils ont pris un vase et ils ont fait un petit trou. Un petit trou dont la main du singe passe. Et à l'intérieur, ils ont mis de l'orange. Les singes aiment beaucoup l'orange. Donc, quand ils attrapent l'orange, ils ne peuvent plus la sortir. Parce que le trou est assez petit pour sortir une main avec le poignet fermé. D'accord. Et les singes restent prisonniers jusqu'à ce que les chasseurs viennent et qu'ils retrouvent le singe toujours bloqué là où il était. Et c'est ça aussi un peu le paradoxe de l'histoire, c'est de dire que c'est la décision que devait prendre le singe, c'était de lâcher en fait cette orange pour pouvoir justement être libre. Donc c'est une très bonne question et je pense que vraiment la décision cruciale que j'ai prise, c'était de dire j'ai envie de changer les choses. J'ai envie de changer les choses. Je voyais que j'évoluais dans un domaine où c'est un peu assez carré. La logistique à Djibouti, on travaille avec beaucoup de partenaires privés, publics, et les règles sont déjà prédéterminées, que ce soit le client, que ce soit les ports, etc. Donc il n'y avait pas vraiment une liberté de pouvoir ajouter quelque chose, de changer quelque chose au niveau où j'étais. Donc c'est ce qui m'a porté justement par le début de la création de By Creativity, c'était ça, effectivement, c'était apporter quelque chose. Donc je me suis dit honnêtement, pour apporter quelque chose, est-ce que je peux continuer à rester ici ? Donc après quand même 7 ans à la tête du business familial, du transit, j'ai décidé de passer outre et de faire autre chose, d'explorer autre chose,
et de dire voilà, j'ai autant d'années d'expérience, j'ai appris quelque chose et je veux bien aussi que les autres puissent en profiter. Donc, vous savez, bon, on va un peu partir aussi sur un peu une autre histoire. Aujourd'hui, on a une génération qui accroît un peu à la dopamine. D'accord. La dopamine, c'est ce qui est sécrété lorsque on prend de la drogue, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la nicotine, etc. Et c'est un peu intéressant de savoir que les téléphones et les réseaux sociaux aussi sécrètent de la dopamine. Vous voyez? Et c'est un peu le problème de notre génération, c'est que dès qu'on a un problème, on ne se tourne pas vers l'humain. On ne va pas aller voir les autres personnes pour leur dire, voilà, j'ai cette difficulté, je veux avancer, je veux faire autre chose, etc. La première chose qu'on fait, c'est directement d'aller sur le téléphone ou voilà, écrire un truc ou poster quelque chose ou aller regarder. Donc, et heureusement, c'est pas ce que j'ai fait. J'avais profondément besoin de changer quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir mes parents et mon épouse et j'en ai parlé à eux. J'ai dit, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour dans le domaine de la logistique. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai besoin de faire quelque chose qui me passionne. Je pense que j'ai fait assez d'années pour voilà, une décision que je devais prendre pour la famille, pour justement continuer à aider mon père, etc. Mais là, il est temps que je puisse avancer moi-même. Et heureusement, hein, ils l'ont très bien pris, mes parents. Et c'est mon épouse qui m'a donné le mail de Conseil Alliance pour me dire, voilà, ils recrutent. Est-ce que tu veux pas leur envoyer un mail pour postuler? C'est comme ça que j'ai postulé et c'est comme ça que c'est devenu le début d'une incroyable aventure. Exactement. Ok, parlons de cette aventure et ces choix qui changent ta trajectoire surtout, mais qui te permet aujourd'hui d'aider des chefs d'entreprise, en réalité, à réorganiser leur entreprise. Donc, c'est une nouvelle façon de faire le travail. Donc, là, tu travaillais dans l'entreprise familiale. Exactement. Puis, il y a cette idée que tu veux prendre toi-même une autre direction, créer autre chose. C'est la passion d'aller vers la découverte d'autres choses qui vous mène. Donc, et c'est ça qui va nous mener vers ces magnifiques guides que tu as participé certainement avec Dr Abdourachid, qu'on salue ici, de ce travail magnifique et qui traduit un travail sur les terrains. En réalité, il faut le dire. Exactement. C'est vraiment un travail du terrain qui est reproduit sur cette guide. Oui. Et toute personne qui lit voit comment nous, du Boussien, on voit le management. Exactement. Et quels sont les points qui nous manquent réellement pour que nos entreprises ou nos organisations puissent être mieux organisées et mieux être productives. Exactement. Donc, c'est ces guides-là qui va maintenant nous guider dans notre conversation. D'accord. Et Conseil Alliance étant le structure qui intervient dans ces domaines. Exactement. Et dont tu travailles. C'est quoi le management tout d'abord? D'accord. Alors, le management, les gens le définissent de plusieurs façons, mais la façon dont je pense qui est la plus juste pour le déterminer ou pour le définir, c'est d'abord un art. C'est un art. C'est un art de pouvoir gérer une équipe et de pouvoir justement mener cette équipe vers un but commun. Et c'est un peu ça aussi le sens on va dire le cœur même de notre métier, c'est comment faire en sorte que les entreprises djiboutiennes, les managers, etc., puissent aboutir à justement la construction d'un sens, le même sens, avec leurs collaborateurs, justement pour qu'on puisse arriver à quelque chose. On est bien d'accord que si on part dans deux directions, on ne risque pas de se retrouver sur un point donné. Donc voilà un peu comment je définis le management. Et si je parle un peu du livre, honnêtement, vous savez, quelque chose qui est très intéressant, c'est que, bon, déjà, moi, quand je suis arrivé à Conseil Alliance, l'idée du livre était déjà lancée par Dr Abdourachid. Bon, j'ai aussi dû travailler beaucoup sur ce livre pour en faire une synthèse, pour qu'on puisse justement développer ça avec nos clients. Parce que, si vous voyez le management transformant, c'est aussi la transformance. On parle d'ici de la transformance. La transformance qui est,
vous savez, c'est très très intéressant dans le sens où quand je suis venu à Conseil Alliance et que j'ai vu Transformance, quand je travaillais sur la Transformance et que je tapais sur mon Word Transformance, je le voyais souligné en rouge. Je me disais, mais comment ça se fait que c'est souligné en rouge? On s'est trompé de mots ou qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allé voir justement Dr Abdelrachid pour lui dire Transformance, vous savez, avant que je... Enfin, c'était au début, hein, quand il m'avait parlé du livre, etc. Et je lui ai dit, vous savez, avant d'aller un peu loin, ce serait bien de m'expliquer un peu ça, la transformance. Donc il m'a dit, c'est ce qu'il m'avait expliqué, la transformance, c'est le concept de combiner la transformation et la performance. D'accord, et c'est ça, la transformation nous permet d'avancer, nous permet de faire face à un état de changement, d'accord, à être prêt pour ça. Et la performance, justement, nous permet à mettre ces limites-là, à mettre, on va dire, ces phares qu'on met au loin, qui sont atteignables et totalement concrets. Donc c'est un peu le mélange de ces deux notions. Et chaque lettre de la transformance signifie quelque chose et c'est une partie de formation. Donc voilà, là on est en train de développer justement toute une série de formations sur la transformance, sur les 13 thématiques de la transformance. C'est un grand module qu'on veut que voilà, les entreprises puissent en profiter, justement afin de pouvoir avoir, on va dire, le combo gagnant d'un bon management. D'accord, à la lecture de ces livres, on voit le travail qui est fait, mais on voit aussi l'énorme travail qui est devant le top manager, oui, le chef d'entreprise. Totalement. Il y a une incompréhension du management. Donc, quelles sont les difficultés en tant que praticien que tu rencontres et qu'est-ce que le chef d'entreprise ou le top manager ne comprennent pas dans le management? D'accord. C'est un sujet assez complexe. Vous savez, et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est qu'est-ce qu'un manager? Déjà, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'un manager. Assez souvent, un manager devient manager parce qu'il sait mieux faire que les autres par rapport à une compétence technique. D'accord, si vous êtes par exemple dans une boîte où vous êtes bon en informatique, vous devenez par exemple manager du département informatique parce que vous êtes le meilleur informaticien de ce département-là. D'accord, la logique, c'est ce qu'elle veut. Mais la question, c'est quand vous mettez un peu la chemise du manager, vous avez totalement une autre casquette. C'est quelque chose qui vous demande d'autres compétences, pas que des compétences techniques, mais les compétences soft. D'accord, ou les compétences de vie, ce qu'on appelle les compétences de vie. Et c'est aussi notre cœur de métier à Conseil Alliance, c'est vraiment travailler sur la valorisation du capital humain à travers les compétences soft. D'accord. Donc, si je définis un peu les compétences soft, c'est un concept qui est assez nouveau pour les Djiboutiens. C'est vrai qu'assez souvent, quand on parle de soft skills, les compétences de vie ou les compétences soft, les gens peuvent avoir tendance à avoir peut-être entendu parler, mais ne connaissent pas vraiment les notions. Donc, les compétences soft, ça se mesure aussi. Hein. C'est comme les compétences techniques, ça se mesure. Donc, par exemple, vous avez les compétences techniques ou votre intellect, c'est le QI, le coefficient intellectuel. Le QI, ça, on connaît tous. Même quand on parle de gens qui ont réussi, on parle toujours de leur QI. Ils avaient un QI élevé, etc. Mais, et les compétences soft, alors ça se mesure aussi. Et ça se mesure en QE. C'est le coefficient émotionnel. Okay. Voilà, c'est le coefficient émotionnel. Et le coefficient émotionnel, plus il est élevé, et mieux vous avancez. Et c'est quelque chose que aussi... Comment on l'acquiert, ça? D'accord, très, très bonne question. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on développe ou c'est quelque chose d'inné? Exactement, c'est très intéressant comme question parce que justement, ça se développe. D'accord. Okay. Les compétences soft, c'est quelque chose qu'on a tous, d'accord, naturellement, mais qui sont un peu enfuis, on va dire, dans notre subconscient. C'est quelque chose qu'on doit activer. D'accord, c'est des choses qu'on doit activer et puis dès qu'on l'active, on peut justement les développer. D'accord. Donc par exemple la communication, si on parle de la gestion de conflits, il y a tellement beaucoup de sujets justement par rapport à ça. Et justement, on va en parler. Mais si je reviens un peu à ça, hein, c'est que ces compétences, justement, ça se mesure et ça se développe. Et LinkedIn et Google ont fait une recherche pour montrer que
les gens qui évoluent le plus rapidement et le plus loin dans une entreprise, ce sont les gens qui ont des bonnes compétences soft et pas des compétences techniques. Ok. D'accord ? C'est pas parce que... un exemple assez simple. D'accord ? Quand on a, par exemple, un enfant à la maison, on prend une nounou pour, par exemple, garder les enfants quand on va au travail. La nounou, c'est pas parce que, par exemple, elle s'est bien changé une couche ou qu'elle s'est bien donné à manger à l'enfant qu'on la garde forcément. On la garde parce qu'elle a d'autres compétences. C'est les compétences soft. On la garde parce qu'elle est gentille avec l'enfant. Elle s'est parlé avec l'enfant. Exactement, elle s'est parlé avec lui. Elle est empathique. Elle se met, et l'empathie, c'est très important. Vraiment, c'est très, très important pour les managers. On en reviendra. Et ce sont ces compétences-là qui font en sorte qu'on puisse dire, mais en fait, c'est une nounou qui est formidable. Vous voyez ? Donc, et c'est la même chose pour une entreprise. Il faut savoir qu'un entrepreneur, lorsqu'il a une entreprise, c'est aussi son petit bébé. D'accord ? Et il veut des gens qui sont compétents dedans. Et il veut pas forcément des gens qui sont que compétents en termes techniques, mais il veut aussi des gens qui sont compétents dans la façon où ils communiquent, dans leur empathie. Si quelqu'un n'est pas empathique, ça ne sert un peu à rien. D'accord ? Et pour la petite rubrique, par exemple, les Navy SEALs, qui sont, où la sélection est très, très complexe, disent qu'ils préfèrent prendre quelqu'un qui a un peu plus de compétences soft, d'accord, que quelqu'un qui en a pas mais qui est très performant en technique. D'accord. Donc vous imaginez que si même à ce niveau de difficulté et de sérieux, on préfère quelqu'un qui est moyennement bon dans ses compétences techniques, mais qui est bon dans ses compétences de vie ou compétences humaines, on le prend plus que la personne qui est totalement bonne techniquement. D'accord. Et qu'en est-il avec les entreprises, en fait, dans votre travail quel est le constat que vous avez fait je parle du Conseil Alliance, quand je dis vous, parce que je vois qu'ici, dans le livre, ça parle beaucoup que le management est, pour ne pas dire pratiquement absente, mais il y a une véritable difficulté pour le chef d'entreprise ou le top manager, que ce soit privé ou public. Ils ont un problème avec ce qu'on appelle la gestion de ressources, qu'elles soient ressources humaines, qu'elles soient ressources financières, ou même la gestion du temps. Oui. Parce que si on n'arrive pas à gérer ça, c'est qu'on ne voit pas le développement d'une entreprise. On n'a pas une planification, on n'a pas une vision sur quelque chose qui se développe. Exactement, tout à fait. Donc c'est ça aussi. Il faut savoir qu'un manager, être manager, c'est un travail à part entière. D'accord ? Être un manager, c'est pouvoir gérer justement son équipe pour montrer le sens et les conduire, les motiver, etc. Et puis justement emmener toute l'équipe vers un but commun. Et c'est vrai que ça, assez souvent, il y a une petite, on va dire, déconnexion où on préfère miser sur, par exemple, les KPI, si on parle techniquement par rapport à la performance, qu'est-ce que tu apportes, etc. Qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise. Mais assez souvent, la question qui doit se poser, c'est pourquoi ? Je pense que c'est la question la plus importante parce que assez souvent, dans toute communication, même beaucoup d'entreprises, même internationales le font, on va tourner assez souvent autour du qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Mais on saute un peu le pourquoi, de pourquoi on le fait. Donc, vous imaginez que les managers aujourd'hui à Djibouti ont un travail colossal aussi, il faut le dire. Beaucoup font beaucoup d'efforts pour essayer de tenir le coup avec des paramètres qui sont un peu complexes, etc. Il y a les paramètres sociaux aussi. Exactement, qui parfois interfèrent. Exactement.
Tout à fait, vous avez totalement raison. Justement, c'est les paramètres aussi. Et c'est pour ça, justement, c'est ça la raison d'être de Conseil Alliance. C'est de dire, on ne va pas venir vous ramener une solution qui est totalement importée parce que voilà, on le fait dans tel pays ou tel pays. Voilà comment le management est vu. Voilà comment la gestion de conflits ou l'empathie est vue. Non, c'est de dire aux managers djiboutiens, on sait les problèmes que vous avez parce qu'on est djiboutien aussi. On sait la réalité du terrain. Donc, on vous offre une solution locale. Une solution locale. Une solution qui prend en compte justement ces paramètres sociaux, culturels. Et culturels, exactement. Que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour la formation, etc. Alors, comment le management influe sur la productivité de l'entreprise? D'accord. Alors, regardez, justement, quand on parlait de communication, quelque chose qui est très, très importante. Pourquoi est-ce qu'une bonne communication est très importante pour une entreprise et pour un manager? Vous avez la définition même de la communication. Assez souvent, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de communication? C'est un échange entre deux personnes. Voilà, un échange entre deux personnes ou un groupe de personnes. D'accord. Chez Conseil Alliance, on le définit un peu différemment. On appelle ça la co-construction d'un sens. Ok. D'accord. Co-construction d'un sens, c'est-à-dire... Qui veut dire on va construire parallèlement, ensemble, un sens. D'accord. Et on le dessine sur une pyramide. Vous avez d'un côté vous, et vous avez la personne avec qui vous communiquez, et vous avez le sens en haut. D'accord. Donc, plus vous montez, et plus vous vous rapprochez. Et c'est ça le sens. D'accord. Et c'est ça aussi ce qui ramène un peu la déconnexion, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir un manager qui ne va pas, par exemple, assez communiquer avec son équipe. D'accord. Par exemple, par rapport aux problématiques qu'il y a, par rapport justement à la vision qu'il a. C'est vrai que, assez souvent aussi, les collaborateurs ne sont pas dans les bottes du manager. C'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Donc, le manager a des choses qui sont très importantes à gérer. Il a des objectifs à atteindre et c'est ça son but. Donc, il est concentré sur ça et il va aller droit dedans. Alors que vous avez, par exemple, parfois des collaborateurs qui ne vont pas le suivre dans cette direction. D'accord. Parce que justement, il n'y a pas cette co-construction du sens. On a un sens commun, une entreprise a un but, le but doit être partagé et c'est comme ça justement qu'on peut y arriver. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Je pense que assez souvent aussi, ce qu'on voit par rapport aux managers, on peut trouver des managers, par exemple, justement, comme je vous disais au début, qui arrivent à être managers par leurs compétences techniques. D'accord. Qui, par leurs compétences techniques, sont promus et deviennent... Ils ont l'aptitude de devenir. Mais... Exactement, de devenir. Mais après, justement, est-ce qu'ils ont ces compétences soft qu'il faut, justement, pour pouvoir avancer? Parce que c'est ce qui nous permet, justement, d'avancer. Donc, si on n'en a pas ça, on risque de ne pas avancer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà. D'accord. Parlons un peu les entreprises menées par des jeunes. Parce qu'assez souvent... est-ce que c'est les moyens et quels sont déjà les moyens qui construisent une entreprise? C'est très intéressant comme question. Et vous savez, au début, lorsque j'ai créé By Creativity avec mon ami, c'était aussi une question qui s'est posée. C'était est-ce qu'on avait justement les moyens de créer cette entreprise? Donc, le but n'était pas, dès le début, de faire une grande entreprise avec des grands bureaux, etc. On n'avait presque pas de budget même pour la marketing, etc. Mais quand même, on le faisait avec les moyens du bord. Mais on s'est dit, allez, on a les compétences et on y croit. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que assez souvent, si vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous faites, comment est-ce que vous voulez que les autres vous suivent? C'est totalement impossible. Et c'est ça aussi qu'on va dans les entreprises. Les gens qui sont très compétents, qui viennent dans des entreprises et ils restent, c'est parce qu'ils croient en l'idée, en la philosophie de l'entreprise justement dans laquelle ils sont. Et c'est aussi un peu mon cas à Conseil Alliance. On a une philosophie d'une vingtaine de pages à laquelle j'adhère totalement. J'adhère totalement parce que c'est des compétences que j'ai acquéries durant les années, quelque chose que j'y croyais vraiment, que je voulais travailler dessus, etc.
D'ailleurs, oui, justement, au début, quand je suis arrivé à Conseil Alliance, j'étais arrivé en tant que responsable du développement commercial et marketing. Donc, au début, c'était communication, marketing, etc. Et là, je suis chargé d'affaires. D'accord. Et j'ai aussi un peu les mains dans tout ce qui est production, etc. Et c'est ça justement qui nous fait monter dans une entreprise. Et, avec un background de logisticien, on va dire, arriver dans une société qui fait du recrutement, de la formation, qui fait même parfois des projets d'études, etc. De me voir évoluer dans ce sens et justement pouvoir avoir les compétences de travailler dans ce domaine, je me dis que c'est grâce aux compétences soft, c'est parce qu'on a envie d'apprendre et c'est d'ailleurs ces compétences-là qui nous permettent d'être dans un esprit d'apprentissage continu. Voilà. Si je reviens un peu sur le sujet des moyens, donc ce qu'on s'est dit, c'est on y croit. On sait que c'est quelque chose dans les sociétés djiboutiennes en ont besoin, la communication, etc. Donc on y va. Donc ça nous a pris beaucoup de soirées, beaucoup de nuits blanches, mais on y croyait. Et on avait voilà, notre famille, nos amis qui nous soutenaient profondément. Et puis on a commencé avec un budget, je pense que c'était dans les 300 000, pour démarrer. Et aujourd'hui, c'est très difficile de faire croire aux jeunes qu'aller avec 300 000, vous pouvez y aller. C'est plus, non, mais en fait, il me faut un peu plus, il me faut autant pour pouvoir commencer. Non, pas forcément. On n'est pas obligé de commencer en haut. On peut commencer en bas et puis se construire petit à petit. Dès qu'on a commencé à avoir les premiers clients, etc., on n'a pas mis ça de côté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté d'autres matériels, que ce soit des matériels de prise de photos et de vidéos, comme une caméra, un drone, etc. Parce que voilà, ça nous permettait de faire évoluer notre travail. Et c'était ça le but. C'était de commencer par faire quelque chose qui est très proche, les sites web, les logos, etc., des designs qu'on faisait nous-mêmes, à une société qui peut faire des vidéos, qui peut faire des photos, etc. Et puis, avec ça même, on avait fait la vidéo du projet de Al-Hamdani, quand ils ont construit leur cité. Quelle était la vision, toi et ton ami, parce que 300 000, oui, bon, donc, moi, par exemple, si je me dis, donc, je suis un jeune entrepreneur, la première chose que je vois, c'est construire une entreprise qui fait 300 millions, mais j'ai 300 000 francs. Est-ce qu'avec 300 000 francs, je peux y arriver à créer une entreprise qui pèse vraiment 300 millions ? C'est une très bonne question. Et la question, c'est est-ce que je veux qu'elle pèse ça maintenant ou est-ce que je veux qu'elle pèse ça plus tard ? Sur le long terme. Exactement, c'est ça. Et ça dépend, parce que maintenant, est-ce que est-ce que je vais aller vite ou est-ce que... Exactement. Et vous savez, on reviendra un peu au même sujet. C'est un peu, on va dire, notre frein à un peu notre génération, c'est de vouloir les choses un peu trop vite. Un peu trop vite. Voilà, on veut les choses assez très vite parce que voilà, on est dans un monde où la technologie va vite, où les changements vont assez vite. Et lorsque on apporte quelque chose, on veut un impact assez rapidement. On fait quelque chose, on le veut là tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Une entreprise, c'est pas Exactement. Comme ça. Construire une entreprise, c'est pas comme Exactement. Ça. Construire une entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous posez les bases et puis après, vous développez petit à petit. On sait tous, les grandes entreprises, Apple par exemple, est-ce que ça a commencé avec des grands bureaux ? Absolument pas. Ils ont commencé dans leur garage. Donc c'est aussi ça, l'histoire. Mais qu'est-ce qui a fait la différence ? Ils ont cru en ce projet-là. Le but, ce n'est pas de faire un projet juste parce qu'on a envie de faire un projet. C'est pas je vais faire de l'entrepreneuriat juste parce que j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, juste parce que voilà, j'ai pas trouvé d'opportunité professionnelle, donc je vais plutôt basculer vers tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Non, si vous voulez le faire, vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas conduire les gens dans votre sens. Et c'est aussi ça qu'on attend de vous dans la communication. Aujourd'hui, par exemple, Apple, lorsqu'ils font leur communication, c'est ce que je vous disais assez tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de consultants en parlent. Ils n'ont pas commencé par dire on vend des ordinateurs ou des téléphones. Ils ont un design qui est assez facile à utiliser, etc. Et prenez-en un.
Si c'était comme ça, je ne pense pas qu'ils auraient eu cet impact-là. Non, ils sont venus, ils ont dit, on est convaincu qu'on pense différemment. Et on sait que justement pour pouvoir vous offrir ça, il faut des appareils qui sont faciles à utiliser avec de très beaux designs. Et c'est pour ça justement qu'on a créé ces produits-là. Donc il y a plusieurs concepts. Il faut voir large tout d'abord avant de voir le profit ou l'argent elle-même. Exactement, c'est le pourquoi. C'est ce que je vous dis. C'est littéralement la question la plus importante, c'est pourquoi on fait ça. Par exemple, aujourd'hui, quand je vous parle de Conseil Alliance, on ne fait pas des formations juste pour faire des formations ou du recrutement. Notre service a commencé, nos services, le premier service qu'on offrait, c'était le recrutement seulement. D'accord. Parlez-moi un peu, comment c'était le recrutement ? Quels sont les défis et les challenges, surtout quand on recrute quelqu'un ? C'est quoi les besoins de la personne par rapport au travail qu'elle a postulé ? D'accord. Est-ce que c'est le salaire qui l'attire ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait une carrière qui l'attire ? Qu'est-ce qui attire la personne ? D'accord. Donc, vous savez, il y a beaucoup de types de profils. Justement, on a des candidats qui veulent travailler, qui postulent pour un poste juste parce qu'ils veulent travailler, ils veulent prendre un salaire à la fin du mois. Et c'est quelque chose aussi qu'on rencontre assez souvent dans les entreprises djiboutiennes, ce décalage un peu entre une culture d'entreprise qui est vécue et comprise et seulement un but qui est prédéterminé ou déterminé par un management et des collaborateurs qui vont juste être là juste pour avoir le salaire à la fin du mois, etc. Donc vous avez des types de candidats qui ne veulent juste avoir un poste, et vous avez justement d'autres qui sont beaucoup plus curieux par rapport au poste, par rapport aux compétences demandées, par rapport à l'évolution possible. Et c'est ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant lorsque vous avez un candidat qui veut savoir justement s'il y a des perspectives d'évolution, s'il y a une culture d'entreprise qui est installée. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est quand même un peu avancé par rapport on va dire à la masse. Et c'est quelque chose, et c'est un plus. Donc c'est ça aussi, c'est comment faire en sorte que nos jeunes puissent trouver justement ces compétences, puiser dans ces compétences justement, pas techniques, mais ces compétences soft ou ces compétences de vie justement, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir justement faire partie intégrante d'une entreprise. Et c'est aussi ça, le problème assez récurrent, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille dans une entreprise, mais qui ne comprend pas qu'il est dans un système, qu'il est qui fait partie intégrante d'une équipe. D'accord. Si je prends un exemple simple, par exemple aujourd'hui Derimedia, c'est vous, c'est vos collaborateurs, c'est des caméramans, c'est des gens qui sont dans la production, c'est des gens qui réfléchissent pour créer de nouvelles idées, etc. Si vous avez rien de tout ça, Dere, c'est juste un logo, c'est juste un concept. Juste un concept. Voilà, ça reste juste un concept. Les opportunités, est-ce que tu penses que, surtout les jeunes entrepreneurs, on parlera beaucoup plus des jeunes entrepreneurs. D'accord. Est-ce que tu penses que beaucoup des opportunités sont perdues par ces jeunes parce qu'on est plus concentré sur le moyen financier que ce qui peut construire une entreprise? Parce qu'on n'a pas ces moyens, donc on laisse passer beaucoup des opportunités. Est-ce que ça peut être quelque chose qui handicape l'entrepreneuriat de jeunes? Oui, bien sûr. Bien sûr, dans le sens où si par exemple, vous savez, le cerveau ne peut pas appréhender le négatif. D'accord. Et c'est un exemple qu'on utilise assez souvent. Si aujourd'hui je vous dis, par exemple, là tout de suite, ne pensez pas à une porte, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à une porte. Vous voyez ? Donc, et c'est ça, c'est lorsque vous mettez dans votre tête une problématique, vous ne verrez que cette problématique. D'accord ? Et c'est un exemple assez récurrent et c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Si vous vous dites à chaque fois que non, je ne vais pas y arriver si je n'ai pas un bon financement, je ne vais pas y arriver si je n'ai pas de financement, je ne vais pas y arriver si je n'ai pas de financement, effectivement, tout ce que vous allez voir, c'est que vous n'avez pas de financement. Vous n'allez pas voir les autres opportunités qu'il y a derrière. D'accord ? C'est comme par exemple si vous faites la course
à piste. Vous voyez les courses, les rallyes, et puis vous avez quelqu'un avec la carte, etc. Imaginez qu'on vous dit faites attention aux arbres, aux personnes, etc. Ben, tout ce que vous allez voir, c'est des arbres et des personnes. D'accord. Alors que si on vous dit concentrez-vous juste sur la carte et sur votre chemin, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous concentrer que sur votre chemin. Et c'est ce qu'on attend en fait un peu. Ce qui est bien que les jeunes aujourd'hui implémentent, c'est d'avoir une autre perspective, une autre façon de voir les choses et de dire je vais quand même le faire. Je vais le faire et pourquoi le faire, comment le faire, etc. Au lieu de se mettre dans cet aspect de dire si j'ai pas de financement, je peux pas le faire. Si j'ai pas de financement, mais techniquement, si on ne répète que ça, la seule problématique qui se posera devant nous, ce serait le fait qu'il n'y ait pas de financement et c'est pour ça qu'on n'avancera pas. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a des financements bancaires. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué pour beaucoup de jeunes, mais aussi, il faut savoir que il y a aussi la possibilité d'en parler à des entrepreneurs djiboutiens qui, eux, ont les moyens et qui attendent juste honnêtement que quelqu'un puisse proposer leur idée. Et puis, j'ai des amis qui en ont parlé avec... Donc, il nous faut une compréhension de ce que l'entrepreneuriat déjà et de ce qu'on veut faire. Et est-ce qu'on est mieux connecté au projet ou l'idée que nous portons. Exactement. Voilà, parce que l'idée c'est vous. Techniquement, c'est vous qui êtes porteur de cette idée-là. Si il y a une déconnexion entre votre idée et vous, c'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, si vous pensez que vous êtes une personne et puis cette idée c'est quelque chose d'autre, techniquement il y aura un décalage. Et s'il y a un décalage, on ne peut pas y arriver. L'idée est portée par vous. Vous devez y croire et vous devez y donner le maximum que vous avez. Donc le moyen financement n'est pas, pour dire ça, le seul obstacle qui peut t'empêcher à construire ton entreprise. Totalement. Oui, totalement. Dans le sens où il y a d'autres moyens. C'est comme je vous disais, on a commencé avec 300 000. Voilà, on a pris ça, on a posé une partie de notre salaire à chaque fois. Et puis on a commencé avec 300 000 et à chaque fois qu'on avait des clients, à chaque fois qu'on apportait quelque chose, on achetait autre chose, etc. On n'a pas arrêté parce qu'on n'avait pas des financements, on a arrêté parce que voilà, on n'avait pas le temps techniquement. Donc il faut utiliser les ressources qu'on dispose pour arriver à réaliser les objectifs qu'on veut réaliser. Exactement. Un exemple concret, aujourd'hui à Djibouti, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait un travail formidable, qui ont avancé et qui aujourd'hui sont au top. On connaît un peu tous leur histoire. Ils n'ont pas commencé du jour au lendemain à ouvrir une grande entreprise avec une idée absolument grandiose. Ils ont tous commencé par quelque chose de plus petit. Parfois, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est là où ils en sont. Donc, je pense que c'est ça aussi. Il faut être capable de dire, si je ne peux pas, avec mes propres moyens, arriver au sommet, si je n'ai pas les ressources nécessaires, j'ai d'autres ressources qui me permettront d'arriver d'abord au premier étage. Ou par exemple à une étape assez proche. Donc on commence avec ça et puis dès qu'il y a des ressources, on investit dessus pour faire autre chose de plus grand. Et c'est comme ça qu'on avance. Très bien Elias, merci pour cette très belle expérience qu'on vient d'avoir nous-mêmes ici à Daily Media. C'était une immersion d'un praticien dans le monde du management, mais aussi dans le monde du travail et dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc merci beaucoup et nous vous référons à un autre épisode de Daily Media. Inch'Allah. C'est moi qui vous remercie, Mahamoud. Et je serai ravi de vous revoir, Inch'Allah.